Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Vous regardez l'échiquier international qui poursuit sa couverture continue du génocide à Gaza. Nous sommes à 126 jours de l'agression génocidaire sur Gaza. Le bilan donne froid dans le dos. Plus de 27 900 martyrs, dont la moitié sont des femmes et des enfants. Les images qui nous parviennent sont sans doute le seul témoin de 75 ans d'occupation barbare. Ces 126 jours d'agression barbare où les lois internationales et morales ont été balayées d'un revers de main ont aussi été les 126 jours qui ont ébranlé l'échiquier géopolitique mondial. Si ces derniers jours, les populations et les forces vives du monde se sont réjouies d'une éventuelle trêve à long terme, c'est sans compter sur les intérêts mercantiles du Premier ministre de l'occupant qui semble vouloir ce génocide pour se maintenir au pouvoir, allant jusqu'à faire planer les risques d'un conflit global au Moyen-Orient. Et pour apporter un éclairage à cette thématique choisie par notre rédaction, j'aurai le plaisir d'être accompagné ce soir de Omar Benbarti, analyste politique. Bonsoir, Monsieur Benbarti. Bonsoir, Madame Markazi. Très heureux d'être avec vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et de Abdelhak Mekki, politologue. Bonsoir, Monsieur Mekki. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre invitation. Merci. Je commence avec vous, Monsieur Benbarti. Dans un discours ou dans son dernier discours télévisé, le chef du gouvernement de l'occupant sioniste Benjamin Netanyahou a déclaré, je cite le mercredi 7 février, avoir ordonné de préparer une offensive terrestre sur la ville de Rafah, la ville dans le sud de la bande de Gaza qui abrite plus de 1,7 million de Palestiniens, dont de nombreux en sont des déplacés. Au-delà de l'immoralité de cette déclaration et de la froideur d'âme dont fait preuve Netanyahou, peut-on dire qu'il vient de prouver au monde que finalement, c'est l'entité sioniste qui entrave les pourparlers pour la paix, ou pour un retour pour arrêter ce génocide du moins? Vous avez parfaitement raison, tout à fait. Il entrave, mais ça fait partie de sa philosophie sioniste. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il faut lire les textes sionistes qui fondent la démarche de Netanyahou, c'est que dans l'esprit du sionisme, et qui est à domination maintenant mondiale, il est partout, il est dans l'Occident, il est aux États-Unis, ce sionisme-là a pour mission justement de faire en sorte que le peuple palestinien n'existe pas. À leurs yeux, il n'est pas question de développer une quelconque alternative qui puisse introduire la participation des Palestiniens. Donc, tout le baratin que développe l'administration Biden, l'administration américaine, en fait, c'est pas Biden, puisque Biden, vous l'avez dit vous-même, il commence à devenir sénile, mais toujours est-il que l'État profond, le deep state qui gouverne aux États-Unis, que ce soit les démocrates ou les républicains, ils auront toujours la même démarche. Premièrement, ils sont le soutien permanent et inconditionnel de l'État sioniste, de l'entité sioniste. Deuxièmement, ils ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Et donc, le discours que tient Anthony Blinken maintenant pour séduire quelque peu certains pays arabes, comme l'Arabie saoudite ou bien l'Égypte, ce discours-là, pour parler de deux États palestiniens, il est incongru au point où sont arrivées les choses. Cela fait 77 ans ou 78 ans que les Palestiniens vivent sous occupation coloniale. Il faut rappeler toujours que c'est une colonie de peuplement qui s'est installée dans cette région du monde. Et donc, avec le soutien qu'il a des Américains, il fait ce qu'il veut. Il piétine toutes les lois, il bafoue toutes les prises de position. Mais on a pu observer, je crois que la résistance palestinienne a donné une très grande leçon à l'humanité, on a pu observer que l'Occident marche à fond avec l'État d'Israël. Il ne faut pas rêver là-dessus. Et donc, son attitude, elle est normale. Sauf que maintenant, s'il veut attenter à Rafah, s'il veut faire en sorte de déplacer les populations qui sont à Rafah, il va toucher à la souveraineté d'un pays qui s'appelle l'Égypte. Il y a des accords avec l'Égypte. Il y a 3 accords fondamentaux qui lient l'État sioniste, l'entité sioniste avec l'Égypte. Maintenant, l'establishment égyptien, c'est pas seulement Sisi, mais l'establishment égyptien a déjà donné son assentiment pour dire qu'il est hors de question de venir jusqu'à Rafah.
Donc, on verra ce que les jours prochains vont donner. Tout à l'heure, j'ai appris que Netanyahou avait donné des instructions à son armée pour lui dire de préparer d'ores et déjà un plan pour d'évacuation de civils. Monsieur voilà. Meki, à la lumière de ce que vient de nous dire Monsieur Benbarti, je rappelle qu'il n'est pas d'accord avec l'idée que Washington commence à lâcher le Premier ministre de l'entité sioniste. Je reste avec vous, Monsieur Benbarti. On a un souci avec Monsieur Meki. Il y a beaucoup d'observateurs qui estiment tout de même que Washington est en train de lâcher Netanyahou en vue de l'échéance présidentielle. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'observateurs qui affirment de leur côté que même Netanyahou ne s'attend pas à un grand soutien de la part de l'administration Biden et attend peut-être un éventuel retour de Trump, qui est quand même l'architecte des accords d'Abraham et qui a même déplacé l'ambassade américaine à El-Quds s'occuper. Est-ce que finalement c'est le contexte interne de l'entité d'un côté et de Washington de l'autre qui fait qu'on a l'impression qu'ils s'éloignent l'un de l'autre? Je ne sais pas s'ils s'éloignent l'un de l'autre. J'ai toujours dit sur votre plateau que Israël était la base avancée des États-Unis d'Amérique dans cette région du monde, au niveau du Proche-Orient. Donc, ils ne vont pas les lâcher comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Netanyahou est un homme rusé. Ce n'est pas quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Il a des idées extrémistes. Il les a manifestées à travers des écrits que les gens ne connaissent pas, mais il a déjà écrit des choses horribles sur les Palestiniens. Et donc, il bénéficie du soutien inconditionnel du lobby sioniste qui sévit à Washington, qui gère le fonctionnement de l'administration américaine. Donc, espérer de la part de l'administration américaine qu'elle assouplisse sa position dans le but d'essayer de ramener Netanyahou à la raison, ce n'est pas ça le problème. Le problème qu'ils ont, c'est que les Américains ne quitteront jamais cette région-là. Je vous rappelle que les bases américaines sont implantées à travers tout le Proche-Orient. Il y en a au Qatar, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a dans les Émirats, etc., etc. Donc, les Américains ne veulent pas que aussi bien les Chinois, la Chine, que la Fédération de Russie puissent mettre leur nez dans cette affaire. Il y a eu la tentative qu'a développée la Chine avec succès de rabibocher entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et ça a fait très très peur à l'établissement américain, qui fait que aujourd'hui, c'est pour ça qu'il développe une agressivité belliqueuse avec le Yémen. Il le bombarde tous les jours avec son allié britannique. Bien entendu, les Britanniques sont ceux qui ont implanté Israël. Ne l'oublions pas. Même si après les sionistes avaient assassiné quelques soldats britanniques, du temps où ceux-ci avaient commencé à leur dire qu'il faut prendre en considération les Mais comment expliquez, M. Benbarti, comment expliquez-vous ce revers de Washington? On a vu plusieurs déclarations tout au long de ces dernières 24 heures de Washington qui avertit d'un risque de désastre en cas d'opération non planifiée à Rafah, ou encore Washington qui estime que la riposte israélienne, et je mets ça entre parenthèses et je cite Washington, est démesurée. Ce que vous appelez le revers, ce que vous appelez un revers, je vous rappelle, je rappelle à nos amis téléspectateurs que les Américains, du temps de Obama et bien avant Obama, avec Hillary Clinton, etc., avaient développé cette vision, c'était les stratèges de l'État profond américain, qui avaient développé une vision qui s'appelait le Grand Moyen-Orient. Cette vision n'a pas changé, elle est toujours en activité. Et donc, les Américains ont peur d'une seule chose, c'est qu'il y ait un embrasement généralisé, puisque ça commence, la résistance irakienne a demandé le départ, et même officiellement, le gouvernement irakien a demandé le départ des troupes américaines d'Irak. En Syrie, ils sont installés, ils ont des bases un peu partout à travers ce Moyen-Orient. Donc, ce n'est pas demain la veille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'ils craignent, c'est d'être entraînés dans une guerre alors qu'il y a des élections qui se programment dans 10 mois. Et être entraînés dans une guerre, ils ont déjà l'expérience de l'Afghanistan. Ils en ont été chassés de manière pitoyable pour ce qui les concerne. Et à partir de ce moment-là, ils ne veulent pas, sachant qu'il y a en face d'eux un pays qui s'appelle l'Iran. Et il est hors de question pour les Américains d'attaquer l'Iran. Mais Netanyahou, qui est rusé, ce qu'il veut, c'est impliquer
les États-Unis complètement dans une situation de guerre totale, de sorte que lui, il paraîtra comme étant le sauveur d'Israël. C'est ça son objectif. Il a une démarche intelligente, il a une démarche pertinente par rapport aux extrémistes de droite qui sont ses soutiens principaux. Et je vous rappelle qu'en Israël, il y a beaucoup de gens de la population israélienne qui sont des extrémistes de droite. Dans son gouvernement, il y a plusieurs ministres qui sont des extrémistes, mais des extrémistes à fond, qui pensent à construire le troisième temple. Justement, on va revenir à ce point et à son impact sur la politique actuelle. D'ailleurs, Netanyahou essaye de jouer le jeu avec des déclarations hallucinantes parfois. Je viens vers vous, Monsieur Mekki. Est-ce qu'on peut considérer que la proposition formulée par le Hamas de mettre aujourd'hui la corde au cou à Netanyahou dans la mesure où, quoi qu'il fasse, s'il est confronté à un dilemme qui l'entraînera peut-être à une chute? Forcément, parce que, en fait, aujourd'hui, parce qu'il y a l'effet de l'opinion publique mondiale. C'est-à-dire que M. Biden, dont a parlé l'invité, s'il change d'avis, c'est parce que l'opinion publique mondiale a changé complètement de camp, disons à 70-80%. Elle est favorable à une paix sur Gaza et que l'on donne l'aide humanitaire, etc. Je tiens juste à souligner que hier, le commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a carrément parlé de génocide et de crimes contre l'humanité. Et donc, ça veut dire que déjà, on va, à mon avis, un peu pour parler de ce qui peut se passer à propos de Netanyahou, c'est qu'on va effectivement revenir à la Cour internationale de justice, parce que la Cour internationale de justice a émis un arrêt sur la question à la fois du génocide, mais en même temps sur la question humanitaire. Rien ne bouge. Si on attaque Rafah, il n'y a plus d'aide humanitaire qui peut passer par justement les frontières égyptiennes. Sur le plan personnel, il le sait depuis longtemps, pas uniquement à cause de Gaza. Il sait depuis longtemps que l'opinion publique israélienne ne voulait pas de lui et qu'il était sur un plan chancelant avant le 7 octobre, étant donné qu'il a été franchement contesté et que même la justice de son pays l'a remis en cause et a remis en cause son gouvernement à cette période-là. Il y avait un bras de fer qui, en fait, Gaza l'a sauvé un petit peu, si je puis dire. Néanmoins, il faut tenir compte que la vraie question aujourd'hui, c'est un affrontement qui est en sourdine entre les États-Unis et Netanyahou, notamment sur la question de la proposition de Hamas, et que là-dessus, il va y avoir complètement un retournement de situation politique. Très bien. Monsieur Mekki, je reviens vers vous, Monsieur Ammar Benbarti. Vous avez commencé justement à en parler de cette déclaration hallucinante du chef du Premier ministre de l'occupationniste qui fait référence directement à la prophétie ou à des textes religieux. Concrètement, vous l'avez dit vous-même, c'est un homme intelligent. Mais comment est-ce que cet homme intelligent se réfère à des prophéties et qu'est-ce que l'enjeu réel finalement pour Netanyahou aujourd'hui ? L'enjeu réel pour Netanyahou, c'est de garder le pouvoir et de paraître aux yeux de l'opinion de son pays comme étant une espèce de grand personnage qui défend l'intérêt d'Israël. Vous avez dit intelligent, je n'ai pas dit intelligent, j'ai dit c'est un personnage rusé, parce qu'intelligent, il ne l'est pas. Il est rusé, mais justement, il est rusé parce qu'il s'appuie sur les textes talmudiques hébraïques, et c'est pas lui-même, c'est toute l'entité sioniste qui est fondée là-dessus. L'État d'Israël est fondé sur les textes hébraïques. Ils se sont donné une ascendance hébraïque, alors que 90% des gens qui habitent
aujourd'hui en Israël ne sont pas du tout des descendants de Hébreux. Il faut quand même se référer à l'histoire et aux écrits de certains savants. Mais eux, ils considèrent que ce pays leur appartient et ils se fondent sur des textes qui sont faux, puisque les textes talmudiques hébraïques sur lesquels ils se fondent n'existent pas. Ils inventent des histoires, mais comme ils ont le soutien du sionisme international, il n'y a pas que... quand vous voyez sur une carte du monde l'État d'Israël, c'est rien du tout. D'un revers de main, l'Arabie Saoudite peut le balayer, ou l'Iran, ou je ne sais qui. Ou l'Égypte. Quand on voit que ce pays, pensant qu'il a une armée la plus morale du monde, en fait tout le baratin qu'on nous a servi, Jacques Attali et BHL, etc., l'armée la plus morale du monde, c'est pas vrai. Ce qu'elle fait depuis plus de 4 mois aujourd'hui, elle assassine. Elle ne fait pas de guerre, en vérité. Il n'y a pas de guerre sur Gaza. On assassine tous les jours des populations civiles, des femmes, des enfants. Elle ne fait pas la guerre à une autre armée comme en Ukraine et en Russie. Il y a une armée ukrainienne d'un côté et il y a une armée russe de l'autre. Il y a des blindés, il y a une aviation, etc. Là-bas, il n'y a rien. Il y a une résistance, appelez-la comme vous voulez. Elle a pris la forme du Hamas. Elle s'est développée avec le djihad islamique ou avec les brigades de Al-Qassam. Mais toujours est-il qu'il y a un peuple qui est là et qui depuis des siècles vit sur cette terre et on est en train de le déloger. On massacre ses habitations, on détruit. Il n'y a pas de guerre en vérité. Il y a un génocide tout simplement. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Aujourd'hui, cet État qui se prétend État, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. C'est faux de le penser, de le dire. Parce qu'on a l'impression que justement, il y a une opinion qui veut renverser Netanyahou. Mais l'opinion, elle marche à fond à la caisse avec Netanyahou. Ce qui s'est passé, ce que nous rappelait notre ami Mekki Abdelouad tout à l'heure, c'était qu'il remettait en cause la redéfinition de certains articles de droit sans plus. Mais il n'était pas question pour eux de renverser Netanyahou. Aujourd'hui, il y a un courant juif, je dis bien juif, progressiste, qui remet en cause la politique, non pas seulement de Netanyahou, mais d'Israël en tant que tel. Mais ceux-là ne se font pas entendre. Ou bien s'ils disent des choses, il faut vraiment que les médias qui sont entre les mains des sionistes, rappelons-le, le monde entier, les médias du monde, il y a 3 médias qui parlent des Palestiniens d'une manière différente. Il y a vous, Algérie 24, il y a Al Mayadeen et Al Jazeera. Mais tout le reste de la planète, tout le reste, les médias américains, etc., ne disent que le discours d'Anthony Blinken. Anthony Blinken, il a fait sa 5e visite au Moyen-Orient, il est reparti les mains vides. Il a fait un peu de séduction aux Saoudiens, mais les Saoudiens ont compris. Parce que ce que l'on retient, c'est que après plus de 4 mois de bombardements intenses, la résistance palestinienne est toujours là. Et elle a mis à genoux l'armée sioniste. C'est une défaite pour cette armée et c'est une victoire pour les Palestiniens. Une victoire qui coûte très cher, malheureusement, beaucoup de morts, mais c'est une défaite de l'armée sioniste. Et donc, les pays limitrophes, la Jordanie, même si ces gouvernants, les Émirats et l'Arabie Saoudite, etc., ont des gouvernants qui sont plus ou moins en train d'essayer de se protéger, toujours est-il qu'ils refusent systématiquement parce qu'ils voient ce que les Palestiniens sont en train de faire. Très bien, je rebondis directement sur ce que vous venez de dire, Monsieur Benbarti, pour poser la question à Monsieur Mekki. Monsieur Mekki, à la lumière de ce que vient de nous dire justement sur les pays limitrophes, Monsieur Benbarti, quel est l'enjeu justement de l'idée de la globalisation d'un conflit au Moyen-Orient pour les pays normalisateurs ou en voie de normalisation? Juste permettez-moi une remarque à propos, parce que j'avais mis en question la question des droits, de ce qui à propos de ce qu'a dit votre interlocuteur. En fait, Netanyahou était menacé par sa propre justice, et que il a joué toutes les cartes intérieures pour pouvoir échapper à sa propre justice à cause justement des malversations, etc., etc. N'oubliez pas qu'il devait passer devant la justice, même en étant Premier ministre. Et aujourd'hui, il est dans le même cas, mais sur le plan international. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, si Netanyahou disparaît du pouvoir, il va être poursuivi par la Cour pénale internationale et poursuivi par sa propre justice pour son comportement non conforme, en tous les cas,
à la déontologie politique, si je puis dire. Maintenant, sur la question de la... Est-ce que vous êtes sûr que Netanyahou risque d'être poursuivi? Parce qu'on a vu quand même des actes aussi similaires depuis 75 ans. Aucun n'a pris le risque d'être poursuivi. Encore la fiole de Colin Powell qui a conduit à l'agression de l'Irak et l'agression de l'Afghanistan et du Mali, ou encore, pas que la fiole, et l'agression d'autres pays n'ont pas eu peur d'être jugés. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui Netanyahou risque d'être jugé s'il quitte le pouvoir? Écoutez, bon, d'abord au niveau national, parce que il y a un problème jusqu'à maintenant. Il est poursuivi par sa propre justice. La deuxième chose, c'est que, enfin, je ne parle pas que depuis le 7 octobre, mais avant le 7 octobre, la société israélienne elle-même a changé, puisque aujourd'hui nous avons une jeunesse israélienne qui demande un statut d'exception de conscience pour ne pas faire l'armée, et donc qui est contre Netanyahou, et la jeunesse, elle représente une grande proportion des lecteurs actuellement en Israël. La deuxième chose à propos de votre question, il est clair que aujourd'hui, compte tenu les fronts qui sont ouverts, on a l'impression il manque une étincelle pour que ça soit une guerre mondiale. D'accord? Et que de ce fait, et n'oublions pas que la Deuxième Guerre mondiale a commencé par la question des Sudètes, et celle de la Première Guerre mondiale a commencé par l'assassinat du prince austro-hongrois. Et donc, il suffit que d'une petite étincelle comme celle-ci, on peut aujourd'hui être dans une guerre mondiale, parce que, justement, il y a des multiples affrontements entre les États-Unis, les Houthis et la question commerciale et économique, etc. Il y a le fait que, les conséquences de l'action des Houthis sur le reste de l'économie mondiale, et notamment américaine. Et puis, d'un autre côté, vous avez également la question aujourd'hui. Je crois que Monsieur Mekki a eu un souci. Je reviens vers vous, Monsieur Benbarti. Alors, clairement, Monsieur Mekki vient de nous expliquer qu'il existe finalement deux sortes de politiques au sein de l'occupant sioniste. L'occupant d'extrême droite, une politique d'extrême droite qui est représentée par Netanyahou, et de l'autre côté, on pourra peut-être dire des gentils collants. Une idée qui commence à prendre émergence beaucoup dans la presse mondiale. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Monsieur Benbarti? Moi, je ne partage pas la naïveté de certains qui croient qu'une étincelle va provoquer la Troisième Guerre mondiale. Qu'il y ait maintenant une volonté d'un nouvel ordre mondial, ça c'est clair. Même nous, les Algériens, l'Algérie, en tant que pays, est concernée par la mise en place de ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Ça, c'est une vérité. Mais la Troisième Guerre mondiale, c'est pas parce que Israël fait des galipettes en assassinant des Palestiniens tous les jours qu'il va y avoir une Troisième Guerre mondiale. Ni la Chine, ni la Russie ne tiennent à une Troisième Guerre mondiale. Et lorsque la Chine va récupérer Taïwan, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Tout ça, maintenant, sur la corruption, Netanyahou est un corrompu. Ça, c'est la justice de son pays. La justice, il existe, parce qu'il faut être sérieux. Pour moi, cet État n'a rien de démocratique, donc il n'existe pas. On ne peut pas parler d'une justice israélienne. Mais c'est un corrompu de la même manière que Joe Biden est corrompu. Le fils de Biden, Hunter Biden, est corrompu. Ils ont touché de l'argent, 400 000 $. Monsieur 10%, c'était Joe Biden. Ça, la CIA le sait, le FBI le sait, les juges américains le savent, mais ils feront en sorte, le deep state, l'État profond, fera en sorte qu'on n'en parle pas. Donc il ne faut pas être naïf. Les jeunes, une partie de la jeunesse israélienne qui est en train de vouloir se transformer en objecteur de conscience, ça a existé dans toutes les guerres. Pendant la guerre d'Algérie, il y avait beaucoup de jeunes Français qui ne voulaient pas venir faire la guerre en Algérie. Ça, c'est des choses traditionnelles et sur lesquelles on ne peut pas évaluer le fonctionnement d'une fripouille comme Netanyahou, parce que c'est une fripouille, mais Joe Biden aussi est une fripouille. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. C'est très bien, Monsieur Benbarti. On arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci de m'avoir accompagné et merci pour tous les éclairages apportés. Merci, Monsieur, également. Merci, Monsieur Mekki. Merci pour les éclairages apportés.
Très chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève ce Téchéki International. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.